peut pas guérir quelque chose qu'on n'a pas conscience. Comme on dit, une de perdue, 10 de retrouvée. Si à un temps soit peu, tu as accepté une relation qui pour toi, tu estimais que c'était toxique, c'est parce que quelque part, toi-même à ce moment-là, quand tu l'as choisi, tu étais toxique pour toi-même. Pour ce qui est du rejet, comment ça se manifeste du coup? Est-ce que raisonner comme ça, on ne rentre pas dans un mood du genre, c'est d'abord moi, et du coup, on oublie qu'il y a l'autre? On veut contrôler des situations. C'est quoi le regard que tu portes sur les Africains de la diaspora? Qu'en tant que femme, l'âge avance et tout. Non, l'âge, c'est un chiffre. Et c'est quoi la différence avec l'estime de soi? Je suis dans un monde où c'est un Dieu, l'univers, Allah, tout ce que les gens veulent a créé. Je ne peux pas m'identifier et me dire qu'en tel moment, au tel jour, il me faut déjà 3 enfants. Je prends un exemple. En tant qu'humain, personne ne t'a donné ce pouvoir. Je pense que si on se focalise sur sa personne et qu'on se discipline à l'intérieur et à l'extérieur, peu importe ton âge, peu importe l'année, si tu veux quelque chose et que tu es confiante et que tu lâches prise, cette chose-là, tu vas l'avoir. Est-ce que l'ego, c'est mauvais? C'est pas mauvais, mais il y a le bon ego et le mauvais ego. Participez à la 4e édition du Week-end de l'écrivain. Rendez-vous ce samedi 3 mai au Salon de l'Aveyron à Paris pour des conférences, panels et ateliers. Plus de 1500 participants attendus, des speakers de renom et une multitude de stands à découvrir. Inscrivez-vous vite sur argentlivre.com, les places sont limitées. Événement sponsorisé par Copili.io. Est-ce que tu estimes être guéri de tes blessures émotionnelles? Guéri, je dirais que j'ai pris conscience et que c'est déjà une grosse étape parce que c'est ça le plus difficile, c'est de prendre conscience qu'on en a déjà. Quand il y a déjà la conscience, il y a l'acceptation. Et quand il y a l'acceptation, il y a l'étape de guérison. La guérison, on ne peut pas dire qu'on est complètement guéri. Guéri, c'est accepter de vivre avec ça. C'est comme si je me blesse, admettons j'ai eu un accident et ça m'a laissé des marques. Au fil du temps, au fil des années, chaque fois que je vais regarder la cicatrice, je vais me rappeler de cet accident. Mais ce n'est pas pour autant que ça va m'empêcher de continuer à vivre. Donc c'est un peu ça. Et est-ce que tu peux nous raconter la blessure émotionnelle qui t'a la plus affectée? Alors, la blessure émotionnelle qui m'a la plus affectée, c'est celle du rejet et de l'abandon. Je dirais le rejet parce que quand j'étais dans le ventre de ma mère, que j'étais bébé, ma mère, elle était sûre que j'étais un garçon. Et jusqu'à l'échographie, ils m'ont dit que j'étais un garçon. Et quand elle a accouché, malheureusement, je suis sortie une fille, alors que mon père, il voulait absolument un garçon. Donc, quand il est arrivé à l'hôpital et qu'il s'est rendu compte que c'était encore une fille, parce qu'on est 3 filles et que je suis la dernière, il a eu un choc. Donc, du coup, c'est là qu'est venue une sorte de rejet. L'abandon, c'est la mort subite de ma grand-mère, parce que j'ai vécu longtemps avec ma grand-mère. Parce que voilà, c'était un peu compliqué pour mon père de digérer. Donc, j'ai vécu longtemps avec la mère de ma mère. Et pour moi, c'est une mamie qui m'a donné beaucoup d'amour, qui a comblé justement ce vide-là. Et lorsqu'elle est morte comme ça, j'ai senti comme un abandon. Donc, que j'ai eu du mal à digérer jusqu'à ce que je me rende compte que dans mes relations, qu'elles soient amoureuses, j'étais très dépendante. Donc, je cherchais cette affection-là dans mes relations. Mais l'affaire de blessure émotionnelle, là, est-ce que c'est pas un truc des gens qui mangent 3 fois par jour? Manger 3 fois par jour, je ne dirais pas ça. Parce que même s'il faut qu'on mange 3 fois par jour, je dirais que ce sera pour étouffer justement la blessure, pour qu'on ne la ressente pas. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire par manger 3 fois par jour? Des gens qui n'ont plus faim. Oh, si. Ou du moins des nantis. Si. On reste quand même des humains. Oui. On a quand même des émotions, on ressent des douleurs. Mais je pense que tout le monde déjà a des blessures émotionnelles. Il faut déjà bien mettre l'accent dessus. Tout le monde, hommes, femmes, tout le monde en a. Ça se manifeste de différentes façons, mais je pense que tout le monde en a. Donc du coup, c'est quoi une blessure émotionnelle? Une blessure émotionnelle, c'est un événement peut-être que tu as vécu dans le passé, qui a laissé des séquelles à l'intérieur de toi. Ça peut créer des peurs, de la colère, de la trahison, plein de choses. Et avec quoi tu évolues tout au long de ta vie, jusqu'à l'âge adulte, qui se manifestent dans tes relations. Elles peuvent être professionnelles, sentimentales, familiales, et ça va se manifester par le comportement que tu vas afficher vis-à-vis des autres. D'accord. Ok. Avant d'aller plus loin, je te souhaite la bienvenue sur le podcast de l'écrivain. Si. Le podcast qui donne la parole aux écrivains, mais pas n'importe lesquels. Ceux-là qui écrivent pour impacter. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser une chose, c'est que
Cette émission est sponsorisée par Copilé.io, première plateforme d'intelligence artificielle africaine qui vous permet de générer du contenu adapté aux Africains. Donc la mise à jour qui est en cours, c'est une mise à jour qui va permettre de trouver du contenu en Bambara, dans les traductions, Bambara, Wolof, Moré, bref. Même je parle de même Douala. Hein, voilà. Donc bref, on vous met tout dans le premier commentaire de cette vidéo. Au-delà de ça, Copilly.io reste une fois de plus le sponsor officiel du week-end de l'écrivain, dont la 4e édition aura lieu ce 3 mai du côté des salons de l'Aveyron, dans le 12e arrondissement de Paris. Nous attendons, tiens-toi tranquille, 1500 personnes. Bref, c'est du place to be ce 3 mai. On te met tout dans le premier commentaire de cette vidéo. Je tiens à préciser que notre invitée d'aujourd'hui sera elle aussi présente. Donc, si au terme de notre échange, tu souhaites la rencontrer, mais surtout bénéficier d'une dédicace de son livre qui s'intitule Le chemin du bonheur, tu sais où la retrouver ce 3 mai 2025 du côté des salons de l'Aveyron. Au-delà de tout ça, j'aimerais maintenant te souhaiter la bienvenue sur le podcast de l'écrivain. Isabelle, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu? Ta caméra, elle est là. Alors, Isabelle, c'est une dame, une femme, une maman à multiples casquettes, une comptable de profession et une écrivaine, comme vous découvrez aujourd'hui, et qui explore tous les jours, apprend à se connaître tous les jours et a pour but d'élargir son état de conscience et embrasser la spiritualité africaine. Puissant. Je vais te poser une question bateau. Je pense que ça fait au moins 1 an qu'elle n'a pas posé cette question. C'est qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce livre? Qu'est-ce qui m'a motivée? Le chemin du bonheur. Je suis quelqu'une qui est amoureuse de tout ce qui vibre fort, qui est l'amour, je crois fermement, et je pense que le monde en a besoin. Et je suis quelqu'une qui aspire, qui aime bien guider les gens, consoler les gens, parler avec les gens, c'est-à-dire être une épaule sur qui les gens peuvent s'appuyer. Voilà. Et je pense que quand autour de moi, je vois ça, je me suis dit, pourquoi ne pas écrire? Et j'écrivais déjà, même petite, à la base, je pensais que j'allais être musicienne parce que j'écrivais des chansons. Ah oui, tu as même chanté, j'imagine. Ouais. Chanter. Je vois souvent dans les statuts. J'ai enregistré 2, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc j'aime bien la musique, j'aime bien écrire, mais je ne m'étais jamais dit au départ que j'allais écrire. Et du coup, le premier livre, j'ai écrit les blessures, l'importance de guérir des blessures émotionnelles. Oui. Et vu tout ce qui se passe autour de moi, dans le monde, que ce soit professionnel, familial, je pense que le monde manque beaucoup d'amour. Et moi, j'estime que je suis quelqu'un qui a tellement d'amour à l'intérieur d'elle, tellement d'amour à donner que j'ai envie de le partager avec le reste du monde. Ok, tu as tellement d'amour à donner. Cet amour t'a poussé à écrire le livre. Exactement. Le chemin du bonheur. C'est quoi le rapport entre le chemin du bonheur et les blessures émotionnelles? Le rapport, c'est que les blessures émotionnelles, c'est la base que tout un chacun a. Dès que tu grandis, je t'ai donné, tu vois, l'exemple du fait que moi, j'avais un père qui ne voulait pas. Donc, c'est dès qu'on a des blessures émotionnelles, avec quoi on grandit. Maintenant, pour moi, pour atteindre le bonheur, le chemin du bonheur, qui est pour moi la finalité pour tout le monde, parce que le bonheur, c'est ressentir cette paix intérieure. C'est se contenter de ce que l'on a sans envier qui que ce soit. C'est être libre de ses choix, de ses décisions et même de ses actions au-delà. Donc, pour atteindre ça, pour moi, la base, c'est de prendre conscience déjà qu'on a des blessures émotionnelles. Accepter ses blessures, guérir ses blessures. Il n'y a que comme ça qu'on va apprendre à se connaître, à mieux se connaître, à connaître ses limites pour pouvoir passer à l'action sur plein de choses. Et c'est tout. C'est ça le bonheur. Et comment est-ce qu'on en prend conscience? Parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Bon, comment est-ce qu'on prend conscience de ces blessures émotionnelles? Moi, si je prends mon cas, par exemple, je vais prendre un exemple du fait que ça peut être dans le professionnel. Ouais. Je peux être dans le professionnel et qu'on me reproche tout le temps la même chose. Je me positionne tout le temps en victime. C'est pas possible, je peux pas être victime tout le temps. Et je pense que même dans une situation, chacun a sa part de responsabilité. Si j'arrive quelque part et qu'on me reproche tout le temps la même chose, il faut qu'à un moment donné, je me ressente sur moi et que je me remette en question. Si je prends le cas des relations amoureuses comme aujourd'hui, on est dans une relation aujourd'hui, nous sommes une génération, on veut tout facilement, tout de suite. On n'est plus patient, on n'arrive plus à tenir dans les relations parce qu'on veut
chercher qui a tort, qui a fait que je suis comme ça. C'est pas forcément l'autre en face. Ça, à ce moment-là, pose-toi des questions. Si à un temps soit peu, tu as accepté une relation qui pour toi, tu estimais que c'était toxique, c'est parce que quelque part, toi-même à ce moment-là, quand tu l'as choisi, tu étais toxique pour toi-même. Donc à un moment, au lieu de pointer l'autre du doigt, remets-toi toi en question. Parce que quand tu commences à prendre conscience que tu as des blessures émotionnelles, tu fais les bons choix. En ce cas, ça veut dire que beaucoup les Africains ont une blessure émotionnelle qui est très commune. Hein. Je dirais énormément et on n'en prend pas conscience parce qu'on croit que c'est des trucs de blanc. Qu'est-ce qui nous pousse à croire que ce sont des trucs de blanc, selon toi? Je pense que c'est un ego mal placé. Ah oui. On refuse vraiment parce qu'on est vraiment perché des fois. Comment ça perché? Si, on est perché parce qu'on croit trop que ça, c'est des trucs de blanc. Nous, on n'a pas l'habitude. Sauf que le blanc, c'est un humain. Avant d'être le blanc, il est un humain. Et si on le blesse, le sang rouge va couler chez toi et chez moi. Donc, on est tous pareils. C'est juste la couleur qui change, mais on est pareil. Et donc, comment tu fais ce cheminement-là? Tu dis, OK, parce que c'est pas un truc commun, les blessures émotionnelles. Quand je dis commun, c'est pas un truc commun en ce sens où poser des mots sur ce mal-là, c'est pas un truc commun. Donc, moi, j'aimerais savoir tout ton cheminement pour arriver à te dire, OK, donc ce que je vis là, c'est la blessure émotionnelle de l'abandon, c'est la blessure émotionnelle du rejet. C'est quoi le cheminement qui se cache derrière? C'est le vécu. C'est le vécu. Moi, je t'ai donné l'exemple pour moi. Oui. Où moi, j'ai mis l'accent dans mes relations. Je me sentais très dépendante. Et parfois, même au travail, je me positionnais en victime. À chaque fois qu'on me reprochait un truc, j'étais trop impulsive. Je pensais que tout était contre moi, en fait. Et que la terre, elle était contre moi. Alors qu'on me reprochait juste que tu n'as pas fait ça. Et qu'en tant qu'être humain, on a le droit de me reprocher quelque chose. Bien sûr. Donc, c'est à moi de prendre mes responsabilités et de me dire que je dois changer la donne. Voir les choses autrement. À un moment, ça me dessert parce que chaque fois les gens te reprochent quelque chose, tu te renfermes sur toi, tu commences à pleurer et tu crois que la terre entière est autour de toi. Et chaque fois que tu vas changer même d'entreprise, parce que ça me faisait même changer des entreprises en croyant que c'est l'entreprise qui était un problème, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est même pas l'entreprise un problème, c'est moi. Parce que si dans chaque entreprise, c'est la même chose, à un moment, il faut que je me remette en question. En effet. Et est-ce que tu pourrais voir, nous on aime bien les anecdotes, puisque tu disais tantôt que tu étais tout le temps victime. Est-ce qu'il y a une anecdote que tu aurais à partager avec nous par rapport à ça, dans un boulot qui t'a la plus marqué? Alors, dans un boulot, on m'avait demandé, en fait... Enfin, moi, je suis quelqu'une que j'aime bien faire mon travail. J'aime pas qu'on me dérange. Oui. Quand on m'a dit de faire quelque chose, j'aime pas. Après, on vient me dire, oui, Isabelle, je peux laisser ça, tu fais ça. Sauf que quand tu es dans les sociétés, ton responsable a le droit, à un moment donné, de te dire, j'ai besoin que tu fasses ça en urgence et tu laisses ça. Ça peut arriver. Et ça, tu dois comprendre. Bien sûr. Ça, c'est un truc que j'avais du mal. Moi, quand je faisais un truc, j'aimais pas qu'on vient me déstabiliser dans ma chose. Donc, des fois, j'étais trop impulsive et je m'énervais. Et eux, les gens, ils comprenaient pas, en fait, pourquoi tu t'es énervé. Mais c'est parce que j'avais pas encore cette compréhension-là, qu'on peut me demander que laisse ça pour le moment et fais ça. Mais aujourd'hui, les choses, c'est très différent. Aujourd'hui, je le prends dans la bienveillance, quoi. Quand mon responsable il me demande quelque chose, mon manager il me dit fais ça, je le fais sans broncher. Et quand je me rappelle à 5 ans, 6 ans avant, je me dis waouh, je me suis trop améliorée. À l'époque, j'allais l'envoyer bouler. Comme ça, pour rien. Ah oui. Et ça, c'est quelle blessure, ça, du coup? Le fait de se positionner en victime. Se positionner en victime, je dirais que c'est l'abandon. Hein. Ah ouais? Aussi, ouais. C'est quoi le rapport avec l'abandon et le fait de se sentir victime? L'abandon, tu restes dans tout ce qui est dépendance. Tu vois, il y a l'abandon, il y a aussi l'injustice. Ça aussi, je peux dire que l'injustice rentre dedans parce que pour moi, j'ai trouvé que c'était injuste qu'ils viennent m'enlever dans ma zone de confort, me demander de faire autre chose. En fait, j'avais l'impression qu'il était injuste avec moi. D'accord. Aussi. Ok. Et pour ce qui est du rejet, comment ça se manifeste du coup? En général, les personnes qui sont rejetées, tu vas te rendre... Moi, si je prends mon cas, c'est un papa qui voulait un garçon. Je suis venue une fille, donc je me suis sentie rejetée dans l'inconscient. Et ça a créé le fait que j'avais toujours besoin, en fait, de donner et c'est-à-dire de m'oublier et de penser aux autres plus que moi. Parce que je pensais que de cette manière-là, les gens allaient me voir comme je veux qu'ils me voient. D'accord. C'est ça un peu le rejet. Le rejet, tu donnes, tu attends l'approbation des autres à chaque fois. Alors que non.
Mais tu as l'impression que tu es nul parfois. Tu vois, tu as vraiment l'impression d'être nul, de ne servir à rien, de te sentir... chaque fois qu'il y a une situation quelque part, on te dit fais ça, et que les gens ne t'ont pas forcément dit c'est bien ce que tu as fait, tu penses que tu vas commencer à t'imaginer des choses, tu t'auto-sabotes à chaque fois dans la tête. Et beaucoup de femmes alors sont en train de cette blessure. Hein? Moi je dirais oui, hein. Je suis une femme, mais je préfère dire oui. Hein. et donc, qu'est-ce que tu dis à une personne qui est... Comment tu fais une personne qui est peut-être victime, qui est peut-être atteinte de la blessure du rejet? Qu'est-ce que tu fais pour qu'elle sorte de là? Moi, je dirais à cette personne d'apprendre à se valoriser déjà. Et en général, c'est des personnes aussi qui manquent beaucoup de confiance en eux. Il faut apprendre à se valoriser. Si tu as identifié que tu es une personne qui donne plus aux autres qu'à soi-même, qui a toujours besoin d'être entourée, qui se sacrifie même, parce que des fois, quand on a le rejet, on se sacrifie même pour les autres. On s'oublie et on se sacrifie pour les autres. On ne veut pas être dans un endroit, mais on va aller dans cet endroit juste parce qu'on sait que si on ne va pas, les autres vont mal prendre. Et comme on veut être bien face aux autres, eh ben on va se sacrifier, on va y aller. Ou alors on va être gentil. On va être gentil. Mais c'est bien d'être gentil. Oui, mais tu ne fais pas la charité, la gentillesse. La charité commence par soi-même. Tu ne peux pas faire une gentillesse toxique. On ne te demande pas d'être gentil, on te demande d'être vrai. Si tu ne veux pas aller dans un endroit où tu ne te sens pas bien, parce que là, tu ne veux pas y aller, dis à cette personne gentiment dans la bienveillance, j'ai pas envie. Mais c'est quoi la limite du coup? Est-ce qu'on fait toutes les choses par envie? Par exemple, quand on se met en couple, des fois on va faire les choses pour faire plaisir à l'autre. Mais est-ce que ça veut pour autant dire que on est blessé? Ça, dans la relation, je dirais que ça peut être un compromis. Et ça peut être même dans la relation avec des amis. On peut faire plaisir à un ami. Oui, mais quand c'est fréquent, il y a un problème. Moi, je ne peux pas aller dans un endroit où je ne me sens pas apaisée. Tu ne seras pas bien. Et à un moment, s'il y a quelqu'un qui a assez de maturité émotionnelle, il va le voir sur toi que tu n'es pas bien. Donc, pourquoi tu es là? Va venir. Pour lui faire plaisir? Oui. Je prends un cas. Mais pour faire plaisir à l'autre, il faut que tu te fasses d'abord plaisir à toi-même. Autrement... Mais est-ce que ça ne nous rend pas très égoïstes? Parce que c'est ces trucs de... Parce que ça, on rentre un peu dans le développement personnel. Beaucoup de gens mélangent plein de choses. On se dit, parce que dans ton livre, tu le dis, la première priorité, c'est toi-même. Oui. Voilà. Est-ce que raisonner comme ça, on ne rentre pas dans un mood du genre, c'est d'abord moi, et du coup, on oublie qu'il y a l'autre. Et comment ça nous rend limite égocentrique, de tel enseigne qu'on se dit, si ça ne me plaît pas, je ne le fais pas. Non. Là, on ne va pas rentrer dans l'exagération. Ça, c'est vraiment cas par cas. De base, tu ne fais pas les choses pour l'autre forcément. Là, quand ça devient fréquent, c'est là que c'est toxique. Mais quand tu es quelqu'un qui aime faire les choses, qui aime aller vers les gens, parce que c'est comme ça que tu es, on te demande, encore je le répète, on te demande d'être vrai, de ne pas être gentil. Je le fais, mais il y a des jours où je n'aurais pas envie, mais je ne vais pas faire parce que tu veux, alors qu'à ce moment-là, je ne veux pas. Pourquoi je vais le faire? Pour te faire plaisir. Oui, mais aujourd'hui, tu peux me faire plaisir. Est-ce que tu as toujours envie d'aller au boulot? Ça, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que la société, enfin, même pas la société, je pars au boulot parce que c'est mon engagement envers mon patron. Je dois aller au travail. De lundi à vendredi, je suis censée aller au travail. Oui. Je n'ai pas toujours envie, mais là, est-ce que c'est comme ça? C'est le travail. Oui. C'est mon gagne-pain. Je dois aller. Oui, même si tu n'en as pas envie. Même si je n'ai pas envie, je suis obligée d'aller. Oui, mais pourquoi tu ne le vis pas comme une blessure? Non, parce que ça, c'est pas une blessure. Ça, c'est pas une blessure parce que quelque part aussi, il faut le dire, si je ne veux pas aussi aller, j'arrête de travailler. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Mais tu veux, c'est juste que tu es obligé. Oui. Enfin, je ne veux ne pas travailler. Si je ne veux pas travailler, je ne vais pas travailler. Non, mais des fois, tu ne vas par contrainte. Il y a des matins où tu n'as pas envie. Oui, il y a des matins où tu n'as pas envie, mais tu pars quand même. Oui, parfois même c'est 80% du temps, mais on y va quand même. Oui. Mais pourquoi est-ce que lorsque tu ferais ça pour quelqu'un que tu apprécies, pour lui faire plaisir, ça serait potentiellement lié au fait que tu sois atteint d'une blessure? Est-ce que c'est forcément quelqu'un que tu apprécies? On parle de tout le monde en général ou de forcément quelqu'un qu'on apprécie? Ah, c'est à toi de me dire. Et même si c'est quelqu'un que j'apprécie, ce que je suis en train de dire,
Il y a des jours où, aujourd'hui, là, je t'aime bien, mais je ne peux pas. C'est-à-dire, en fait, qu'il faut que les gens soient capables de le dire parce qu'il y a des personnes qui se mettent en sacrifice. Ils ne veulent pas faire quelque chose, mais ils le font, mais ils ne sont pas bien à l'intérieur. Donc, il ne faut pas faire ça. Quand on fait quelque chose pour faire plaisir, c'est parce qu'à l'intérieur de nous, on veut faire ça, on aime faire ça. On le fait, c'est naturel. Ok. Naturel, je ne sais pas, parce que l'appétit vient aussi en mangeant. Par exemple, je prends le cas d'une femme qui est en couple avec son homme et elle n'aime pas elle n'aime pas regarder les matchs de foot. Sauf que son mari, c'est un fan de foot. Au début, ça va la saouler. Mais après, elle peut prendre plaisir à regarder du foot. Après, c'est cas par cas. Mais franchement, moi, si je suis fan de mon gars, même si j'aime pas regarder le foot, on va regarder le foot. Hein. Oui, justement, parce que j'imagine une jeune femme qui t'écoute, là, tout de suite, et qui se dit, ben, elle a dit, si j'aime pas et que je le fais, peut-être que je suis atteint de la blessure du rejet. Non, pas forcément. Son mari, c'est qu'elle, de base, les femmes, nous, on n'est pas fans du foot. Mais maintenant, moi, je sais que j'aime la compagnie de mon mari ou de mon conjoint ou de mon partenaire. Je vais partager ce moment parce que j'aime être à sa présence. C'est pas parce que j'aime le foot. C'est parce que j'aime être dans sa présence. Ben, le fait de vouloir être dans sa présence va me motiver à être à côté de lui et à regarder le foot, mais c'est pas parce que j'aime le foot. Mais c'est un peu comme quand peut-être tes amis vont dire allons en boîte, qui n'aiment pas forcément ça, mais tu aimes être en leur présence. Oui, mais à un moment donné, oui. Moi, si j'ai des amis, honnêtement, si je ne veux pas aller en boîte, je vais leur dire partez. Moi, je ne veux pas y aller. Je vais aller en boîte parce que j'ai envie. Mais pourquoi je vais aller en boîte, me torturer alors que je n'ai pas envie d'aller? Torturer, ça, on va un peu dans un extrême. Non, c'est une façon de dire, je vais me torturer en quelque sorte parce que je ne veux pas être là, mais parce qu'il faut que je fasse plaisir. Je reste là. En plus, la boîte, on arrive à 2h, c'est jusqu'au matin. Donc, pendant qu'ils sont enjaillés, ils sont à fond. Moi, je suis assise là, je me demande, c'est que je suis chez moi, je suis en train de faire ça. Je ne voulais pas forcément être là. Ok. Donc, s'il faut résumer la question de la blessure du rejet, c'est que dans un premier temps, il faut déjà en prendre conscience. Et Exactement. ensuite, l'étape d'après, c'était quoi? Accepter. D'accord. Et quand on a accepté, maintenant pour en guérir, il faudrait se valoriser, c'est ça? Pour en guérir, il faut déjà... Tu as pris conscience, tu acceptes et tu rentres dans le processus de guérison. Je sais que j'ai la blessure, je reconnais que j'ai la blessure, j'embrasse et je me ressens, j'accepte de vivre avec ma blessure, c'est tout. On ne te demande pas, après le reste de valoriser, ça rentre dans la confiance de soi, l'estime de soi, ça vient après. Parce que quand tu as déjà pris conscience, tu te rendras compte qu'il y avait des comportements que tu affichais dans tes relations amoureuses, que tu ne feras plus parce que tu vas commencer à comprendre. En général, quand on a la blessure, on est toujours en train souvent de pointer l'autre du doigt. On ne se remet pas en question. Il y a beaucoup de relations qui se fritent, qui peuvent bien se passer, mais parce qu'on n'a pas conscience de ces blessures émotionnelles, des comportements qu'on affiche parfois dans l'inconscience, on pense que c'est l'autre qui a le problème. Mais pourquoi j'ai l'impression que très souvent les blessures émotionnelles sont les femmes qui en parlent? J'ai l'impression qu'il n'y a que elles qui sont atteintes de blessures émotionnelles. Parce que dans notre communauté africaine, les hommes, franchement, les hommes africains ont beaucoup d'ego. Beaucoup d'ego? Mais il y a des hommes qui en parlent aussi. Il y a beaucoup de coachs aujourd'hui dans les réseaux sociaux qui en parlent. Si je prends Crépin Condon, il en parle beaucoup des blessures émotionnelles. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, il est conscient. Il y a Suedi, il y a beaucoup qui en parlent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Oui, mais ils en parlent, ils s'adressent à qui? Aux femmes ou aux hommes? Je pense qu'ils s'adressent aussi aux hommes. Parce que s'ils sont des hommes et qu'ils en parlent, je pense que c'est parce qu'eux, ils ont pris conscience que ça existe. Non, je n'ai pas dit que ça n'existe pas. J'ai dit, il y a l'impression que c'est... donc, ça veut dire que pour toi, c'est parce que les hommes ont beaucoup d'ego. Est-ce que l'ego, c'est mauvais? C'est pas mauvais, mais il y a le bon ego et le mauvais ego. Et tu estimes que les hommes qui n'en parlent pas ont le mauvais ego? Moi, j'ai un ami qui m'a dit un jour, lui, il n'a pas de blessure émotionnelle et j'ai rigolé. Ouais. On en a tous. Bon, moi, par exemple, tu ne me connais pas assez pour dire que tu penses que moi, j'ai quoi comme blessure émotionnelle? Essayons. C'est quoi? C'est toi le docteur? Je ne veux pas savoir. Si tu as une copine, en fonction des comportements que tu affiches, c'est elle qui peut détecter la blessure qui est le plus impactée. D'accord. Donc, de toute façon, dans le livre, tu développes plus. Tu vois, en fonction de ce que tu as pu traverser dans ton enfance, qui a été plus impactant, c'est ça qui va déterminer la blessure qui titille le plus et qui fait que tu as un tant soit peu un certain comportement. D'accord. Et en quoi est-ce que c'est important d'en guérir? C'est important pour toi, pour ton épanouissement.
C'est quand on a des blessures émotionnelles, on est comme prisonnier de sa propre vie. Moi, je prends mon cas toujours. Je dis, j'avais des colères. Parfois, j'étais impulsive, même dans mes relations. Oui. Dès qu'on me disait quelque chose qui n'allait pas dans mon sens, je m'énervais. Alors qu'aujourd'hui, quand j'ai pris conscience de mes blessures émotionnelles, je peux dire que je sais que demain, si j'ai une relation stable, mon mari sera l'homme le plus épanoui parce que j'aurai compris tellement de choses. Et que la femme d'avant, il y a 4 ans ou 5 ans, qui avait certains comportements, au jour d'aujourd'hui, demain, si je me marie, je peux facilement faire des compromis alors qu'il y a des choses 3 ans, 4 ans en arrière. Ah non, moi c'est mort, je ne peux pas accepter ça dans une relation. Tu vois? Alors aujourd'hui, je vois les choses autrement. Oui. Est-ce que ça ne serait pas parce que quand une femme gagne en âge, ben, elle perd en côte? Non, je ne dirais pas ça. Moi, je peux valoriser les femmes aujourd'hui. On ne peut pas perdre en côte. L'âge, c'est un chiffre. C'est les humains qui l'ont inventé. Pour moi, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Moi, j'ai pas cette frustration. C'est vrai que les gens m'en disent, ouais, ils me disent beaucoup, ouais, tout l'âge avance. Ça, c'est les gens qui veulent juste mettre ça dans la conscience des gens, mais c'est faussé. C'est faussé. Ok, si tu le dis. Faussé. Et quelle est la blessure que peut ouvrir une rupture amoureuse? Une rupture amoureuse peut entraîner quoi comme blessure? La trahison. Ah oui? L'abandon, pour certains. Ça dépend ce qui s'est passé. Mais l'injustice aussi peut sortir. Quand on entend les femmes aujourd'hui, j'ai fait ça pour lui, j'ai donné ça, il m'a pris mes années. J'ai envie de leur dire, je suis désolée, je ne veux pas vous décevoir, mais ça aussi, c'est des blessures. Parce qu'en général, quand on est dans une relation, on ne donne pas forcément, on n'attend pas de toi que tu donnes dans la matière. On attend de toi que tu donnes ton intérieur, ce que tu peux apporter à l'intérieur de toi. Et puis, quand tu le donnes, c'est pour toi, tu ne le donnes pas pour l'autre. Nous, on a tendance, quand on finit une relation, j'ai fait ça pour lui, il ne faut pas. Les discours comme ça, c'est forcément quelqu'un qui est blessé. Parce que quand on guérit de ses blessures, on sait que j'étais en relation avec lui tant d'années, ça n'a pas fonctionné. Chacun a le droit de reprendre sa vie, tout simplement. Ok, tu parlais dans ça, c'était la blessure de la trahison. Oui. Il y avait l'autre, c'était l'injustice, c'est ça? L'injustice, dans le sens où... je vais prendre le cas je suis allée le chercher en Afrique, je l'ai hébergé, j'ai fait ceci. Pour elle, s'il va épouser une autre femme, ça sera l'injustice. Elle va trouver qu'il a été injuste. Ce n'est pas bien dans la norme, mais j'ai envie de dire qu'on ne peut pas s'appuyer sur ça. Quand on prend conscience qu'on a la blessure de l'injustice, on comprend que l'autre a le droit. Il a peut-être fait de la mauvaise des manières, mais il a le droit de dire qu'il ne se sent plus bien avec toi et qu'il veut aller continuer sa vie. Alors, il faut respecter ça. Parce que quand tu vas respecter ça pour lui, tu le respectes aussi pour toi, pour ta vie, parce que toi aussi, tu mérites quelque chose de mieux. Peut-être que si tu quittes avec lui, tu vas rencontrer quelqu'un de meilleur et que tu vas vivre une meilleure vie. Mais si on raisonne comme ça, on ne prend pas le temps de résoudre les problèmes. Pourquoi? En ce sens où on se dit, bon, comme on dit, une de perdue, 10 de retrouvée. Ce n'est pas forcément une de perdue. Là, c'est le cas où le monsieur, il est peut-être allé refaire sa vie et qu'elle estime qu'elle s'est donnée à fond, ou il s'est donné à fond, et la personne est repartie ailleurs. Il ne faut pas penser comme ça. Je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui où les gens veulent plus s'appuyer sur leur sort, s'appuyer sur ce que l'autre a fait, au lieu de se recentrer sur soi, sur ce que toi, le fait que l'autre il est parti, les capacités intérieures que tu as et que tu peux déployer pour avoir une belle vie aussi, sans l'autre. Et les autres blessures, parce que c'est important quand même, le rejet, abandon, injustice. L'humiliation. Oui, comment ça se manifeste ça du coup? L'humiliation, on va prendre par exemple un enfant, un petit, que sa mère comparait toujours à un autre. Ta sœur fait ça. Moi, je prends encore le cas chez moi, où j'avais des parents, où il y avait des cousines à l'école, elles avaient toujours des bonnes notes. Moi, je n'avais pas forcément les bonnes notes. Donc, il y avait toujours cette comparaison. Et quand ça arrivait, le trimestre, les fêtes, et que les bulletins venaient, et que l'autre avait une bonne moyenne, toi, tu n'avais pas, eh ben, on t'affichait devant tout le monde. Petit comme ça, tu grandis avec ça. C'est un peu une sorte d'humiliation. Tout à fait, tout à fait. Voilà, et tu grandis avec ça. Dans la matière, quand tu grandis et que tu as déjà un certain âge, au travail, ton patron peut t'humilier devant tes collègues, tu le vois mal. Peut-être que tu as fait une faute, lorsqu'ils te prennent à côté, il le fait devant tout le monde. Tu vas te sentir un peu humilié. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est comme ça qu'elle se manifeste, la blessure d'humiliation. Et c'est quoi les conséquences du coup? C'est ça les conséquences, tu vas te renfermer.
des fois, ça crée une sorte de frustration en toi parce que personne n'aime qu'on l'humilie. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Personne n'aime ça. Donc tu rentres le soir, tu as comme l'impression de vouloir te cacher, tu crois que tout le monde t'a vu et tout. Personne n'aime ça. Bon, de là à devenir une blessure, parce qu'on nous a tous déjà plus ou moins humiliés à un moment donné. Oui, mais c'est une blessure parce que quand tu grandis inconsciemment, tu la manifestes. Même quand tu n'humilies pas, tu te sens humilié. On peut bien facilement... Il y a des gens, tu peux bien faire quelque chose même devant 10 000 personnes, ça ne va rien leur dire. Hein. Mais est-ce que tu penses qu'il y a une relation entre les blessures émotionnelles et la confiance en soi? Oui. Ce serait laquelle? Énormément. Quand on est blessé, on n'a pas forcément confiance en soi. Ce que je dis, on se positionne. Je prends mon cas toujours. Je me positionne dans une relation en dépendance, en demande. Je force l'autre. Et je prends même le cas où tu peux être dans une relation où tu es battu. Tu sais que tu n'es pas bien là, mais tu restes là. C'est parce que tu as perdu toute estime et toute confiance en toi. Parce que une personne qui a confiance en elle ne peut pas se retrouver dans un endroit qui la dessert. C'est impossible. Ou peut-être que se dit, j'ai confiance au fait que je vais pouvoir résoudre ce problème. De cette manière-là, non. C'est peut-être là, je pense que c'est plus la peur et plus le manque d'estime parce que tu ne peux pas résoudre une situation qui est déjà fréquente. C'est pas une fois, 2 fois, 3 fois, tu ne peux pas la résoudre comme ça. Tu peux la résoudre en t'affirmant et en prenant tes responsabilités. Ok, il faut s'affirmer, prendre ses responsabilités. Ouais. D'accord. Et pour la blessure de l'humiliation, du coup, comment je résous ça? L'humiliation, ça rentre encore dans la confiance en soi. Hein. Je dis, personne n'aime qu'on l'humilie, mais quand tu te sens humilié, c'est parce que quelque part aussi, tu as perdu ton identité. Tu n'as plus l'impression que tu as de la valeur. Parce que moi, imagine-moi, j'ai travaillé mon estime, j'ai travaillé ma confiance, j'ai travaillé mes blessures. Tu peux croire qu'il y a une situation et tu es en train de m'humilier. Si moi, je suis sûre de moi, c'est ton problème. Je ne me sens pas humiliée. Ah, d'accord. Du tout. Alors, c'est le plus comment on se sent. C'est comment tu te sens à l'intérieur de toi. Parce que quand quelqu'un commence à avoir de l'estime et assis ses valeurs, mais il a l'impression d'avoir bu du Red Bull. Tout ce qui se passe autour de lui, ce n'est pas son problème. Tu parles pas. Pareil. Et oui, l'autre blessure, du coup, c'était On a fait le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation et la trahison. La trahison, oui. Ah oui, je pense que ça aussi, on en a parlé déjà plus ou moins de la trahison. Et à quel moment tu réussis à mettre des mots sur ces mots-là, dans ton cas? Parce que imagine que tu as été victime, certes, de ça, l'abandon, le rejet, mais tout de suite, tu n'as pas mis des mots dessus. À quel moment que tu réussis à mettre des mots dessus? C'est au moment où, en 2017, quand je me séparais du père de ma fille, c'est là que j'ai eu le déclic. Le déclic de la relation, le déclic après 4 mois d'accouchement, que je venais d'accoucher ma fille, c'est là que j'ai eu le déclic de me rendre compte que je n'étais pas à la bonne place et que je me mettais dans des situations qui ne me servaient pas, alors que j'ai énormément de potentiel. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment m'observer, à me recentrer sur moi-même et me dire que j'ai beaucoup de choses à faire, je ne peux pas rester là. Et qu'il est temps que je prenne ma vie en main pour moi. Et même si je ne le fais pas pour moi, il faut que je le fasse au moins pour ma fille. Mais est-ce qu'une personne peut se créer elle-même des blessures? Un peu comme des gens qui s'auto-flagellent. Je dirais oui. Quand on perd toute estime, on perd son identité, on perd sa valeur, on peut se créer même des blessures qui n'existent pas. À ce moment-là, quand on commence à s'auto-saboter, on se rajoute des choses qui n'existent pas. C'est possible, oui. D'accord, ok. Auto-sabotage. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui, en ce moment, est en train de t'écouter et elle ne sait pas, est-ce que c'est des blessures que j'ai vécues? Est-ce qu'il n'arrive pas à se positionner? Elle se dit, bon, j'ai vécu ça, si. Des fois, je me sens plus ou moins bien par rapport, par exemple, au fait que j'ai perdu un être cher. Est-ce que c'est tout de suite une blessure? Ou alors, combien de temps ça met pour guérir tout ça? Ça dépend de chacun. Mais je pense qu'à partir du moment où on règle quelque chose dans la conscience, le plus difficile, c'est on ne peut pas guérir quelque chose qu'on n'a pas conscience. Quand j'ai déjà conscience, c'est plus facile. La guérison, elle est facile. Je l'accepte, c'est ce que j'ai dit. Je reprends encore l'exemple d'une personne qui avait une peau nette,
et qui se blesse et que ça laisse une cicatrice. Cette cicatrice-là, à chaque fois que tu vas la voir, tu vas te rappeler que tel jour, tel endroit, à ce moment-là, je me suis fait cette cicatrice. Mais ce n'est pas pour autant que cette cicatrice, elle va t'empêcher d'avancer. Tu vas continuer à vivre tranquillement. Ok. Donc... Mais ça demande un temps en fonction des personnes. Il y a des personnes peut-être en 1 mois, 3 semaines, 2 ans, 1 an. Ça dépend des gens, de comment ils vont imprégner la chose à l'intérieur d'eux. D'accord. Et est-ce qu'il t'a déjà eu, tu m'as joué comprendre que tu écoutais beaucoup de gens qui venaient souvent te soumettre des problèmes. Est-ce que des fois, il t'est arrivé d'accompagner des gens à guérir des blessures? J'en ai une aujourd'hui que j'accompagne beaucoup. Et c'est quelqu'une qui m'avait contacté sur Facebook, que j'accompagne énormément. Et franchement, tous les jours, enfin de temps en temps, elle m'appelle. Elle se sent super bien parce que je lui ai dit un peu comment est-ce qu'elle devait voir sa vie. Et je pense qu'aujourd'hui, dès qu'elle a un souci, elle m'appelle. Elle me dit, voilà comment j'ai réagi. Je lui dis, est-ce que tu te sens bien? Elle me dit oui. Je lui dis, de toute façon, tant que nous sommes sur la terre, nous sommes des élèves et le monde est là pour nous enseigner. Ouais. À chaque fois, il y aura toujours une situation qui va titiller sur ta blessure pour voir, comme si c'était un message que l'univers, la nature t'envoie pour savoir si tu as compris la leçon et si tu es capable de monter un autre palier. C'est comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant lorsqu'on voit les choses sous cet angle-là. Est-ce que tu as une pro-développement personnel? Pro-développement personnel, c'est quelque chose que j'aime parce que je lui dis, j'aime bien guider les gens. J'aime bien que les gens, je sois une épaule pour les gens. Donc, pro-développement personnel, je ne dirais pas ça parce que même moi, je continue à en faire le développement. J'écoute Crépin Conan beaucoup. Oui. J'écoute beaucoup de personnes qui continuent à m'apprendre. Moi, je dis, je suis encore très novice et bébé dans ce monde, mais c'est un monde qui, je pense que le monde en a besoin et je pense que je peux apporter beaucoup à ce monde. Wow. Continent. Comment est-ce qu'on devient la maîtresse de sa vie? En prenant ses responsabilités, je le dis, en s'affirmant, en s'imposant et comme je le dis, quand tu te respectes, tu vas vers les choses qui te font te sentir bien, qui font que ton âme, ton esprit et ton cœur sont alignés. Moi, je fais beaucoup de spiritualité, je suis une chrétienne. Je pense que quand on a une discipline de sa vie, et que ces disciplines-là, avant qu'elles soient matérielles, physiques, il faut d'abord qu'elles soient spirituelles. Parce que tout, c'est à l'intérieur. Avant que les choses s'extériorisent, il faut d'abord que tu sois stable à l'intérieur de toi. Et comment tu fais ce travail à l'intérieur là? Dans le calme, en se recentrant, en méditant. Si je prends mon cas, moi j'ai une discipline chrétienne où le matin, par exemple, je me lève, je vais boire un verre d'eau à jeun, je vais lire ma Bible, vraiment. 1 fois par semaine, je vais me mettre en jeûne et ça me permet en fait d'élargir mon état de conscience. Il y a des moments où je vais me ressourcer dans la nature, là où il y a de la forêt, je vais être en train de lire, où j'aurai besoin que le soleil me touche énormément pour vraiment m'imprégner de la nature. Et c'est qu'à ces moments-là où tu te ressens, tu te retrouves avec toi-même, face à toi-même, et que tu as énormément d'informations sur ta propre vie. Ah, ok. Donc, il faut se retrouver un peu... Il faut se retrouver avec soi-même de ce que j'ai compris. Et dans ton livre aussi, tu parles de la notion de s'aimer soi-même. Est-ce que ce n'est pas un peu narcissique? Non, c'est très important de s'aimer. Pourquoi? Parce que si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. On ne donne que ce que l'on a. Mais est-ce que ce n'est pas naturel le fait de s'aimer? Parce que dire que s'aimer soi-même, on a l'impression que les gens ne s'aiment pas. Les gens s'aiment, mais peut-être pas de la meilleure des façons. C'est quoi la bonne manière, meilleure manière de s'aimer? Je le dis encore, quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de forcer les choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens... On va revenir sur les relations sentimentales parce que c'est ce qui est le plus accentué, où on a toujours tendance à dire que j'ai donné à l'autre ça. L'autre n'a pas besoin... Tu n'as pas besoin de donner dans la matière à l'autre. Ta façon d'aimer, ça peut être ton temps, ce que tu peux apporter à l'intérieur à l'autre, émotionnellement parlant, psychiquement parlant et spirituellement parlant. Là, c'est centré sur ta propre personne. C'est centré, d'abord, ça doit d'abord être centré sur ma personne parce que je ne peux pas donner à l'autre ce que moi-même, je ne suis pas capable de faire. Si je prends la Bible, on a dit « aime ton prochain comme toi-même ». Aime mon prochain comme toi-même, ça veut dire que je dois d'abord, la façon que je t'aime, je dois être capable de m'aimer comme ça.
Mais est-ce qu'il y a un baromètre de l'amour qu'on a pour soi? Un baromètre de l'amour qu'on a pour soi? Je dirais, tant que tu peux t'aimer au maximum, aime-toi. Et de la meilleure des façons que tu vas t'aimer et que tu vas remplir ta coupe intérieure, tu pourras donner à tout le monde sans même te forcer. D'accord. Et c'est ça le plus important. Ok. L'amour de soi. Et c'est quoi la différence avec l'estime de soi? Ton estime, c'est ton identité. C'est Comment ça? ta valeur. C'est qui tu es. Ton amour de soi, c'est l'amour que tu as pour toi-même et que tu peux apporter aux autres sans que tu te forces à quoi que ce soit. Ok. Tu ne peux pas aimer l'autre si tu ne t'aimes pas toi-même. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les gens sont dépendants des autres. Ils commandent de l'amour parce qu'ils attendent en retour. Le but, c'est pas d'attendre en retour. Ce que tu donnes à l'autre, il faut que ce soit parce que au fond de toi, tu veux le faire. Pas parce que l'autre t'a forcé. Personne t'a forcé. Donc, si l'autre, tu attends peut-être un remerciement ou un merci et que tu n'as pas le merci, il ne faut pas que ça te dérange parce qu'à ce moment-là, le merci, là, toi-même, tu peux te le donner. Tout à fait, le merci. Ça va te le donner. C'est un truc, je parle de ça parce que je sais que par moment, il y a beaucoup ce truc dans le dev perso aussi. C'est d'abord moi, c'est ce qui me plaît et tout le bazar. Du coup, je me demande, est-ce que ce n'est pas des trucs qui sont essentiellement occidentaux? Est-ce que ça rentre dans la logique africaine, dans les coutumes africaines, dans la culture africaine? Ça rentre. Je le dis encore. Africain ou pas africain, on est des humains. On ressent tous des émotions, qu'on soit noir ou blanc. Oui. La seule différence, c'est la couleur de peau. C'est tout. Ok. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend légitime à écrire un livre comme celui-là sur le chemin du bonheur? Le chemin du bonheur. Le chemin qui mène au bonheur. Oui. C'est lourd de sens, hein? C'est vraiment lourd. C'est quoi le bonheur? Je le tiens. Le bonheur, c'est... Si on va même plus loin, c'est un état d'esprit. Le bonheur, c'est être libre de ses choix, de ses décisions, de ses actions. Il y a tellement de définitions pour le bonheur. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je le redis, beaucoup de personnes ont fait des choses pour les personnes et on s'oublie, nous. On attend, quand je te fais quelque chose, je te rends un service, j'attends que tu sois reconnaissant. Si demain je te dis, Valère, rends-moi ce service et que tu me dis que là, je suis désolée, une autre personne qui n'a pas encore cette compréhension va dire, regarde-moi lui, la dernière fois je lui ai rendu service. Non, c'est pas parce que tu m'as rendu service que moi je suis obligée de te rendre service. Ou parce que tu m'as rendu service que je suis obligée de te rendre service. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est aussi ça le bonheur. C'est que accepte qu'à ce moment-là, tu as rendu service parce qu'à l'intérieur de toi, c'est ta personne. Tu aimes le faire. Et que quand tu rends service, tu te rends service aussi à toi-même. Oui, il va de soi. Il ne faut pas que ça nous coûte trop cher non plus. Vous dites que c'est nous. D'accord. Et c'est quoi le regard que tu portes sur les Africains de la diaspora? Le regard que je porte sur les Africains. De la diaspora entière ou de la diaspora. Moi, je pense que c'est une génération merveilleuse qui a beaucoup de choses à apporter dans le monde, dans l'Afrique, justement. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique, elle est en train de se développer. Et moi, quand je vois, je n'étais pas trop fan de réseaux sociaux, mais aujourd'hui, quand j'observe, je pense que la génération d'aujourd'hui a beaucoup, la diaspora aujourd'hui a beaucoup de potentiel. Et je suis fière aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sensibilisent sur les choses, l'entrepreneuriat, par exemple, africaine, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans la coquille et qui ont besoin d'être titillées, je le dis. Et c'est important ce que beaucoup de personnes font aujourd'hui dans la diaspora africaine. Et je pense qu'on a énormément du potentiel et que franchement, l'avenir, c'est nous. C'est lourd. Et en quoi est-ce que ton livre peut aider les Africains à, j'ai envie de dire quoi, à briller à nouveau? Je le dis, ce livre-là, c'est un guide, c'est une thérapie pour beaucoup de personnes qui se sont encore renfermées. Oui. C'est un livre de chevet, je dirais, qui va accompagner beaucoup de personnes à s'éclore et à ressortir le potentiel, déjà à se reconnecter à eux-mêmes, parce qu'il y en a pas mal qui n'ont plus idée de qui ils sont, qui ont l'impression de errer et de ne plus avoir, de ne plus savoir comment revenir sur leur chemin ou ce pourquoi ils sont là.
Et je pense que ce livre-là, c'est the best. The best. Ah ouais, zéro modestie. On va être humble comment? On va être humble comment? Et quel est le message le plus important le message que tu estimerais le plus important que tu as partagé dans ton livre? Je dirais que c'est d'abord les blessures émotionnelles. Je dirais que c'est ce sujet et en prendre conscience, c'est important parce que ça commence par là. Je ne vais pas cesser de le dire, ça commence par là. C'est notre identité qu'on retrouve quand on prend conscience qu'on a des blessures émotionnelles. Parce que ça nous permet d'avoir des relations saines avec nous et avec les autres. Tout à fait. C'est très important. Tout à fait. Donc, s'il y a une raison pour laquelle quelqu'un devrait lire ce livre, c'est dans le but de prendre conscience peut-être de ses blessures émotionnelles. Oui, et dans le but de se dire que pour atteindre ce chemin du bonheur, le chemin du bonheur, ça donne la paix intérieure, ça donne l'harmonie pour soi-même et pour les autres, ça nous permet d'avoir des relations stables avec nous d'abord et après les autres. Et lorsque on a guéri de ces blessures émotionnelles, c'est à ce moment-là qu'on peut continuer le chemin et atteindre le chemin du bonheur. D'accord. Autrement, ça va être très difficile. Parce que tant qu'on ne se connaît pas, nos relations, elles sont toujours instables. Et une notion aussi que tu abordes, c'est pas pourquoi elle m'échappe tout à coup, alors que je l'ai noté, c'est le lâcher-prise. Ouais. En quoi est-ce que ça nous aide? Ça aide beaucoup. Parce qu'on est trop, parfois, on veut contrôler des situations. Je vais prendre le cas tout à l'heure qu'on parlait qu'en tant que femme, l'âge avance et tout. Non, l'âge, c'est un chiffre. Si je me concentre sur le fait que l'âge avance, je suis dans un monde où c'est un Dieu, l'univers, Allah, tout ce que les gens veulent a créé. Je ne peux pas m'identifier et me dire qu'en tel moment, au tel jour, il me faut déjà 3 enfants. Je prends un exemple. En tant qu'humain, personne ne t'a donné ce pouvoir. Personne. Tu peux te dire que tel jour, je vais faire tel truc. Ça ne se passe pas comme toi tu veux. C'est pour ça qu'à un moment donné, je veux quelque chose. Je suis consciente que je veux cette chose. Mais je dois lâcher prise pour laisser la nature faire le travail à ma place. Parce que si je me concentre sur le fait que, j'avais dit que je veux un enfant en 2026, on est déjà en 2025, je n'ai pas encore un enfant. La frustration. Bon, et cette frustration-là va se répercuter dans mon travail, dans ma relation avec ma famille, mes enfants, si j'en ai déjà. Et je vais me frustrer pour rien. Et je serai dans un contrôle, alors que je suis consciente que je ne peux pas contrôler ça. Tu as vécu ça? Raconte-nous. J'ai vécu ça quand j'ai eu ma fille. Ma fille, elle a déjà 8 ans. Je me suis dit, OK, 4 ans, je me suis séparée à 4 mois. Je me suis dit qu'à un certain âge, à 30 ans, si je ne fais pas un enfant, c'est mort. Mais sauf que la vie, elle m'a très vite enseigné. Là, j'ai 33, j'ai toujours ma fille de 8 ans. J'ai fini par comprendre qu'en fait, je n'ai pas le contrôle sur ça. Sur quoi? Sur le fait que, à l'âge que je m'étais donné, je devais absolument avoir un autre enfant. Il y a des personnes qui en ont 40 qui n'en ont pas. Tout à fait, tout à fait. Donc, si je veux justement, ces personnes, on les met la frustration, c'est des personnes qui ne dorment pas bien la nuit, alors que l'âge, c'est juste un chiffre. Je pense que si on se focalise sur sa personne et qu'on se discipline à l'intérieur et à l'extérieur, peu importe ton âge, peu importe l'année, si tu veux quelque chose et que tu es confiante et que tu lâches prise, cette chose-là, tu vas l'avoir. Si tu lâches prise, alors qu'on parle beaucoup de persévérance. Oui, il y a la persévérance, mais dans la persévérance, tu lâches prise, tu ne contrôles pas. Si tu t'es fixé un objectif, tu ne vas pas contrôler la chose. Si tu as dit qu'en fin d'année, je veux que je construise un appart ou je ne sais pas quoi, tu ne vas pas te focaliser H24 à te dire que je n'ai pas encore fini mon appart, il me faut ça, il me faut ça. Tu vas t'embrouiller le cerveau. C'est une question de discipline. Je sais que je dois faire ça. C'est à moi de mettre les choses en place pour que ça arrive. Mais dans le lâcher prise. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et si tu devais te retrouver devant ta fille. Oui. Et
qui te fait comprendre que toi, tu serais la cause d'une blessure émotionnelle qu'elle vivrait d'une certaine manière, que ferais-tu? Tu peux reposer ta question? Imaginons que toi, tu te rends compte que quand tu blâmes ta fille, ça entraîne une blessure émotionnelle chez elle. Oui, exactement. Puis tu fais quoi? Moi, je pense que ça peut être dans l'inconscient et tu peux le rattraper. Comment? Tu peux le rattraper si tu te rends compte avec d'autres mots. Tout dépend de ce que tu as dit comme mot au départ. Et tu peux le rattraper. D'accord. Tu voulais rajouter quelque chose? Je prends par exemple mon cas, tu as parlé de ma fille et c'est quelque chose que je fais consciemment avec elle. Ouais. On reste des humains, on lutte avec la chair et l'esprit. Et donc, en tant que maman, ça peut m'arriver qu'elle a fait un truc que j'ai pas plu et que voilà, je pars dans des retranchements. Mais je me rattrape très vite parce que c'est quelqu'une que je suis déjà en train d'imprégner le fait de ressentir des émotions en elle. Je l'accompagne comme je peux en jouant mon rôle de maman sur le fait que ces blessures n'aient pas l'emprise sur elle. Parce qu'elle a déjà 8 ans, elle comprend des choses. Parfois, elle peut arriver, elle raconte toujours ce qu'elle vit à l'école. Les amis, ils ont dit ça et elle est mal. Donc, je communique beaucoup. Je joue la maman psychologue, en fait, on va dire ça. Pour ou contre la chicotte? Contre. Contre la chicotte. Parce que ça pourrait entraîner quoi comme blessure? C'est pas forcément que ça pourrait entraîner. Je pense que c'est pas forcément la meilleure des façons. Maintenant, de temps en temps, quand elle était petite, je fais ça, mais je pense que la communication est mieux. Et par moments, on n'a pas la patience. Hein. Oui, justement, c'est cette patience qu'il faut travailler. Il faut vraiment travailler parce qu'en tant que parent, il en faut. Hein. Surtout les enfants d'aujourd'hui, c'est pas. On a l'impression que c'est nos ancêtres qui se sont réincarnés en eux. C'est pas évident. C'est vrai. C'est pas facile. Donc, du coup, il faut vraiment être beaucoup patient. Beaucoup. Bon, c'est sûr, quand on est parent, il faut être patient. Et après, c'est qu'il ne faut pas fouetter. On peut punir. On peut punir. Après, il y a des Même parents, la punition peut aussi entraîner des blessures. Non. La punition, c'est pour faire comprendre à l'enfant que j'ai pas aimé ce que tu as fait. Il y a un truc que l'enfant peut aimer. Aussi. Tu peux... Oui, mais c'est une forme de punition. Mais il faut essayer. Tu vas voir les enfants. Plus tu chicotes, plus... Ah bon? C'est sûr? Non. Énorme. Un autre cas de figure qui, je pense, peut être un peu récurrent, la maladie. Par exemple, le fait de faire un accident, ça peut entraîner quoi comme blessure? L'accident, tout dépend. Comme je l'ai dit, les blessures, c'est dans l'enfance. Quelque chose que tu as vécu dans l'enfance. La blessure peut pas forcément... Un être humain peut le rentrer peut-être dans l'injustice du fait que lui, il a eu l'accident. Oui. Tu vois? Oui. Que injustement, on l'a percuté ou je ne sais pas. Ça peut rentrer dans l'injustice. Mais est-ce que c'est forcément une blessure? Non, je ne dirais pas ça. Mais il peut le rentrer dans une injustice jusqu'à ce qu'il imprègne que ce sont les choses de la vie, que l'accident, on ne le prémédite pas. On ne le contrôle pas. Ça arrivé. Donc là, ça va entraîner, c'est vrai, une blessure en lui parce que pourquoi moi? Et là, c'est un moment où il va devoir prendre conscience que c'est des choses qui arrivent et qu'il va devoir vivre avec, qu'il a fait un accident et que ce jour-là, c'était lui. Et que c'est vrai, ça pouvait être quelqu'un d'autre, mais à ce moment-là, c'est lui. C'est juste, il va falloir qu'il accepte la situation comme ça. Waouh. Ouais, c'est vrai. C'est bien dit, c'est bien dit. C'est bien dit. Ok. Et longtemps vers la fin, et moi, la question que j'aimerais te poser là désormais, c'est très souvent, je me rends compte que les femmes sont beaucoup plus portées vers les sujets qui touchent à, je ne vais pas dire l'âme, ou peut-être l'âme. La spiritualité. À la spiritualité. D'ailleurs, tu en parles même de toi dans ton livre, spiritualité. Je ne sais pas si tu fais une distinction entre la spiritualité et la religion. C'est les gens qui... Je pense que... Moi, je dirais que la religion aussi attirait un peu de la spiritualité. Ok. Il faut le dire. Donc, quand tu parles de spiritualité dans ton livre pour guérir des blessures émotionnelles et tout le bazar, tu parles de quoi? De tout ce qui est spirituel ou alors de la religion? C'est quoi déjà un être spirituel? Après, chacun a sa définition. C'est à toi moi, de nous dire à partir du moment où j'accepte de me connaître et de me recentrer sur moi,
je peux dire que je vis dans un monde spirituel. À partir du moment où je médite sur moi et que je cherche une connexion établie, saine, dans l'harmonie, avec mon être intérieur, je vis la spiritualité. D'accord. Ok. Et ça veut dire que la spiritualité qui te permet de rentrer en contact avec ton être intérieur pourrait te permettre de pallier au problème des blessures émotionnelles. Aussi, oui. Et pour quelqu'un qui... Bon, utilise la spiritualité, pas pour quelqu'un qui est Même croyant. la religion, même celui qui veut utiliser la religion. Oui. À partir du moment où ta religion, elle n'impacte pas négativement les autres, c'est pas un problème. Quand je dis la religion, moi, quand j'ai grandi, on m'a montré qu'il faut Jésus et tout. Mais à un moment donné de ma vie, j'ai cherché à comprendre, mais Jésus, c'est qui ? Qui est Jésus ? Okay. Parce qu'on me demande de lire Jésus, mais Jésus, c'est qui ? Mais tellement c'est rentré dans ma conscience et que j'ai grandi avec ça, c'est devenu une habitude. Je priais Jésus, mais j'ai fini par assimiler Jésus à ma mamie qui est morte, un ancêtre qui est mort. C'est comme ça que j'identifie mon Jésus. Donc quand je prie, c'est comme ça que je prie. Et je pense que la religion peut entraîner certaines blessures émotionnelles. À certains, oui. Parce qu'il y a certains qui sont encore vraiment perchés dans la religion. C'est vrai que nous tous, moi je me rappelle avant, je partais dans les églises et tout, machin. J'ai fait beaucoup d'églises, mais je ne me sentais pas toujours à ma place. Et je me disais que c'est bien, il faut aller à l'église, mais il y a des gens qui mélangent beaucoup. Parce que beaucoup attendent que le pasteur ou le prophète, comme ils appellent ça, le prenne pour un Dieu. Ouais. C'est pas un Dieu. Parce que ce qu'il est capable de faire, toi aussi tu es capable de le faire. On est d'accord. Et il faut que les gens le sachent. On est d'accord. Je peux aller prier, mais je peux aussi rester chez moi, je prie. Le même Dieu qui est dans la salle avec toi, il sera aussi chez moi. Tout dépend de mon état d'esprit, de ma conscience et de comment mon environnement il est sain. Dieu il sera là. Il sera là. Tu seras au week-end de l'écrivain le 3 mai. Je vais venir. Qu'est-ce que tu prévois pour ceux qui viendront te rencontrer? Je pense qu'on va passer de très bons moments. On va partager de belles choses. Donne-nous déjà un petit... Moi, je suis une femme très mystérieuse. Ah oui? Je préfère que vous venez découvrir. Ouais, waouh, papa, waouh, papa. La magie réside dans le mystère. Et maintenant, depuis que tu es auteur... Bon, avant, ça va être, je crois, l'avant-dernière question, mais est-ce que tu penses que l'écriture peut aider à guérir des blessures émotionnelles? Oui. Dans quel sens? L'écriture connecte. Ça te fait vivre l'instant présent. L'écriture t'aide à élargir ta conscience. En gros, c'est comme si l'écriture titille tes neurones et te fait voir la vie autrement. Ça te permet de prendre conscience, l'écriture. C'est très, très important de lire énormément. Est-ce qu'on guérit définitivement de ces blessures émotionnelles? Non. Je le dis encore, la guérison, c'est l'acceptation. C'est accepter que la blessure est là. Voilà, que la blessure est là et que je ne la laisserai plus avoir de l'emprise sur moi au point d'impacter négativement la vie des autres. Parce que ta blessure, elle te dessert et elle dessert les personnes qui t'entourent. Elle dessert ta famille et elle te pousse à avoir certains comportements qui sont toxiques pour toi et pour les autres. Donc, quand tu prends conscience, tu ne la guéris pas. Je le répète, la blessure, c'est comme quand j'ai une cicatrice. À chaque fois que tu vas voir cette cicatrice, tu sauras que tel jour, à tel endroit, c'est là que j'ai eu cette cicatrice. Mais ce n'est pas pour autant que tu ne vas arrêter de vivre. Tu l'as accepté en conscience et tu as décidé de lâcher prise et de vivre avec. Et c'est ça qui est... C'est ça qui est beau, de lâcher prise et de vivre avec. Je rappelle, je suis avec Isabelle Ekedi. C'est Ekedi? Oui, c'est ça. Comment on prononce avec l'accent? Ekedi Dika. Ekedi Dika. Voilà. Auteur du livre Le chemin du bonheur, par aux éditions Argent Livre. Bref, on te donne rendez-vous bien pour la sortie officielle le 23 mars. Le 27 mars. 27 mars, autant pour moi. Ouais. Et ensuite, ce 3 mai, au week-end de l'écrivain, si jamais tu souhaites la rencontrer. Je sais que c'est un problème que il y a eu plusieurs femmes qui m'en ont parlé. Et il y en a qui en ont parlé après le pervers narcissique qui n'est pas souvent loin et tout. C'est la même famille. Ah bon? En tout cas, on ne va pas commenter l'autre là. Mais en général, on mentit le pervers narcissique quand on n'a pas guéri de ses blessures. En Pardon? général.
En général, on l'attire. Ouais. Il est attiré par des personnes qui n'ont pas souvent confiance en elles. Ouais. Et sur une échelle de 1 à 10, tu mettrais la confiance que tu as en toi à combien? En ce moment, là où je me trouve, je vais être humble. 8,5. 8,5. Et qu'est-ce qui manquerait pour que tu sois à 10? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu sois à 10? Pas grand-chose. Je t'ai dit, je vais être humble. C'est pour ça que j'ai dit 8,5. Après, on va dire les Camerounais, vous n'êtes pas humble. Moi, j'ai humble. Énorme, énorme. En tout cas, c'est ça qu'on aime. Si tu devais aller au restaurant et inviter 3 personnes, qu'est-ce que tu inviterais? Si je devais aller au restaurant et inviter 3 personnes. Ouais. Vivant ou décédé? Vivant ou décédé? Ma fille. Ouais. Ma mère. Ouais. Je suis obligée de prendre les gens de ma famille? Non, non, je s'en fous. Et moi, j'aime bien Crépin Condon. Ah oui. J'aime bien. Pourquoi ta fille? C'est mon allié droit, gauche, tout. C'est mon élément de motivation première. D'accord. Ma source. Ah, ok. Ouais. Ok. Ta mère, pourquoi ta mère? Ma mère, parce que on a une relation particulière. Très particulière. Ouais. Très, très particulière. Ok. Bon, je vais d'abord laisser le là comme ça, parce que ta manière d'insister si particulière, là. Et Crépin, pourquoi Crépin? Parce que c'est quelqu'un que j'apprécie ce qu'il fait. Je le suis sur les réseaux sociaux et je trouve que c'est quelqu'un qui impacte beaucoup la génération de femmes ou d'hommes. Je ne sais pas si les hommes le suivent beaucoup, mais je dirais beaucoup de femmes. Et c'est quelqu'un que je suivais sur Facebook avant de suivre sur TikTok. Et derrière le personnage, j'ai beaucoup appris. D'accord, ok. Énormément. Super. C'est quoi ton pire défaut? Mon pire défaut? Ouais. C'est un défaut qui peut être des qualités. Oh, oui, vas-y, envoie la sauce. Les gens nous regardent. Vas-y, dis-nous tout, c'est quoi le pire défaut? Je suis trop casanière. Ah oui? Ouais. Ah, ça c'est pas un défaut, ça. Ça dessert beaucoup. Par exemple, quand les gens veulent qu'on mange ou on sort, j'aime pas trop sortir. Ah, tu préfères je sors que quand vraiment c'est un truc qui m'enrichit intérieurement, tu vois, l'événement, c'est des choses comme ça où je vais aller, où je sais que je peux rencontrer des gens, on va échanger, on va partager. Même pas forcément un restaurant ou aller boire un verre et tout. Et les gens dans mon entourage, ils n'aiment pas trop ça. Ah oui, ok, d'accord, je vois mieux. Et ta plus grande qualité? Je l'ai dit tout à l'heure, je suis comme un ange sur terre. Ouais. Eh, maman? Oui. Je l'ai dit, hein. Mais encore? Je suis comme un ange sur terre. C'est-à-dire, j'ai cette capacité-là, même des inconnus, à faire que ces gens-là se reposent sur moi et me racontent leur histoire. Et je trouve toujours les mots pour guérir leurs mots. Aïe, 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 aïe. Moi, il y a un problème d'argent. Pardon, guérir ma part. Ça, c'est bon mal. Ça, c'est autre chose. Trouver les mots pour moi, c'est compliqué. Ça, tu n'as pas le problème d'argent. Eh, pardon. Si tu savais. Gens qui ont le problème d'argent. Si tu savais. Ok. Si tu devais changer de nationalité, tu aurais pris quelle nationalité? Des origines, du moins. On peut changer la nationalité camerounaise. Si je peux changer de nationalité. Il y en a plein, hein. Je dirais... sénégalaise ou malienne. Ah oui? Même pas ivoirienne? Ou ivoirienne. C'est ça que je dis, il y en a plein. Mais je dirais plutôt malienne ou sénégalaise. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu aimerais partager? Le message que je veux partager, c'est comme tu as dit, retrouvons-nous au week-end de l'écrivain. Je pense qu'on va partager de belles choses. Et ce que je peux dire aux gens, c'est vraiment, prenez conscience de vos blessures. C'est pour vous que vous le faites. Vous ne le faites pas pour les autres. Parce que quand vous allez prendre conscience de vos blessures, vous aurez des relations saines avec vous-même et saines avec tout le monde. Et ça ne peut que vous servir et non vous desservir. C'est tout. Amen. Au pluriel. Amenez. En tout cas,
Je vais faire une confidence. C'est la première fois que j'ai un échange aussi calme. Ah ouais? Je me suis adapté à toi. J'ai vu ça. Ouais, j'étais très calme. Herman, il m'a fait peur pour rien. J'étais très calme. Non, parce que tu étais très calme, très douce. Donc on a dit, bon, on va... Voilà l'une de mes qualités. Je l'ai embarqué avec moi. Oui, là, vraiment, j'envoie le drapeau blanc. Je l'ai embarqué avec moi. Je me suis adapté. Bon, voilà. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec toi, Isabelle. Moi aussi. Ma personne personnelle, tu l'auras bien compris, c'était Valère Bélias et Isabelle Ekedi Dika, qui nous viennent tout droit du pays de Sambende, du pays de Sergio Polo, du pays de Charlotte Dipanda. Charlotte Dipanda. Avec toute l'humilité et des doigts là. André Marie. Et donc, comme tu l'auras bien compris, son livre est disponible et elle sera avec nous ce 3 mai au week-end de l'écrivain. Donc, il y a beaucoup de belles choses qui sont prévues. On te met tout dans le premier commentaire de cette vidéo ainsi que le lien qui te permet d'avoir accès à son ouvrage. Son numéro de téléphone est derrière son ouvrage si jamais tu entres en contact avec elle. Et comme dit quelqu'un, les plus grandes guerres sont invisibles, de pas de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. C'est sur ces belles paroles que je te dis, on est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Minakano. Participez à la 4e édition du week-end de l'écrivain. Rendez-vous ce samedi 3 mai au Salon de l'Aveyron à Paris pour des conférences, panels et ateliers. Plus de 1500 participants attendus, des speakers de renom et une multitude de stands à découvrir. Inscrivez-vous vite sur argentlivre.com, les places sont limitées. Événement sponsorisé par Copili.io.